Au cours de l'année 1880, à une époque où l'Amérique traversait une période de forte croissance industrielle et de changements rapides, deux frères nommés John et Horace Dodge naquirent dans une petite ville nommée Viruel, située au sud de l'État du Michigan. Ces garçons grandissaient dans une famille simple et modeste, et leur jeunesse se déroula dans des conditions difficiles, au sein d'ateliers artisanaux et de travaux physiques. Leur père, un homme travailleur et dévoué à son métier, dirigeait un petit atelier, combinant le travail avec une proximité familiale et un souci de l'avenir de ses enfants. Dans cet atelier, et pas seulement, ils fabriquaient et réparaient des moteurs pour bateaux, ce qui leur donnait un départ dans le monde des connaissances techniques et des compétences pratiques. Élevés dans ce coin provincial, John et Horace reçurent une éducation informelle, des leçons de diligence et de persévérance. Selon eux-mêmes, leur enfance n'était pas particulièrement facile. Ils se rappelaient souvent qu'à cette époque, ils devaient marcher pieds nus dans la boue et porter des vêtements usés et déchirés, car la famille connaissait des difficultés financières. Dans l'un de ses récits, Horace disait qu'en hiver, lui et John, malgré le froid, ne se plaignaient jamais et ne demandaient pas d'aide. Au lieu de cela, ils essayaient de paraître calmes devant leur mère, cherchant à montrer que tout était encore sous contrôle. Ces conditions modestes et difficiles rapprochèrent plutôt les frères et contribuèrent à faire d'eux non seulement des partenaires de vie, mais aussi des esprits partageant une même vision, dès leur plus jeune âge, liés par une volonté commune de travailler dur et par le désir de réussite. Bien que leur différence d'âge fût de 4 ans, ils montraient dès leur jeunesse la même persévérance et la même capacité de travail, acceptant toutes les missions pour aider la famille à traverser les moments difficiles. Mais leur destin devait changer le cours des événements, et cela arriva en 1882, lorsque la famille Dodge dut déménager. D'abord, ils quittèrent la petite ville de Niles, au sud du Michigan, où de nouveaux défis et épreuves les attendaient. Pour une ville plus grande, Battle Creek, puis, après un certain temps, pour la ville portuaire de Port-Huron. Tout cela se produisit sur fond de déclin de l'entreprise familiale, qui ne supporta pas les difficultés financières et ferma ses portes. À l'adolescence encore, John et Horace commencèrent leur parcours professionnel en travaillant avec leur père dans la société Upton Manufacturing, spécialisée dans la fabrication de moteurs à vapeur et de moissonneuses. C'est ici que les frères acquérirent leur première expérience précieuse. Ils apprirent l'art des mécaniciens autonomes, maîtrisèrent les subtilités du travail sur le fer et l'acier, ce qui devint non seulement une école professionnelle, mais aussi une passion véritable. Ils étaient fascinés par leur métier, tombant amoureux de chaque pièce, de chaque nouveau mécanisme conçu dans l'atelier. Cependant, malgré cet enthousiasme professionnel et cette envie de perfectionnement, le frère aîné, John, ressentait une aspiration profonde et insaisissable à aspirer à quelque chose de plus grand que le simple travail et l'artisanat dans une petite ville. Il sentait que son talent et son énergie exigeaient des réalisations plus grandes, et il décida qu'il était temps de chercher de nouveaux horizons, au-delà de leur environnement habituel. C'était une manière de céder à une impulsion intérieure, qui le poussait à rêver de réussir dans une industrie plus grande et plus développée, quittant le confort mais limité de leur vie quotidienne. Toute sa vie prit un tournant après ses 21 ans, lorsqu'il se retrouva au seuil de l'âge adulte, avec seulement 5/10 de centime dans la poche. À cette époque, le jeune John, plutôt que de laisser le destin lui faire obstacle, rassembla ses maigres affaires et partit vers l'un des centres industriels les plus connus de l'époque, la ville de Détroit. Ce fut une décision très importante et déterminante, car c'est là que commença sa nouvelle vie, pleine d'espoir et de perspectives. À 22 ans, il arriva à Détroit et trouva du travail chez Murphy Iron Works, une entreprise spécialisée dans la fabrication de chaudières à vapeur pour moteurs stationnaires et marins. Pour son travail, John gagnait exactement $16,50 par semaine. Pas très beaucoup, mais suffisant pour entamer une nouvelle étape. Seulement un an plus tard, en 1887, son frère cadet, Horace, arriva en ville et, comme prévu, John organisa rapidement un emploi pour son frère dans la même société. Bientôt, Horace commença à gagner $13,50 par semaine, ce qui leur permit à tous deux de s'établir dans leur nouvelle profession. Bien que les frères trouvent leur travail assez intéressant et important, les conditions de travail dans l'atelier enfumé
remplis de fumée et de saleté, pouvaient devenir une source de problèmes de santé. Il est probable que ce travail ardu dans ces conditions contribua au développement de la tuberculose chez John, une maladie qui était l'un des 2 principaux facteurs de mortalité à l'époque. Le diagnostic posé à John effraya toute la famille et il dut temporairement abandonner son emploi pour lutter contre la maladie. Pendant cette période, selon ses récits, il commença à consommer de grandes quantités de médicaments dans l'espoir de guérir. Cela concernait notamment une boisson appelée Elixir 130, contenant 42% d'alcool. D'après les informations familiales, c'est précisément en raison de la consommation de cette substance que John développa une dépendance à l'alcool, ce qui lui valut la réputation d'être une personne encline à une forte ivresse, une caractéristique qui devint emblématique de son caractère et, avec le temps, de tout son parcours de vie et de sa carrière. Tandis que Horace, voyant en son frère une personne ayant besoin de soutien, prit en charge des responsabilités supplémentaires pour prendre soin de lui-même et de John. Sa nouvelle activité l'amena à rencontrer un homme nommé Henry Leland, qui devint plus tard célèbre comme le fondateur de marques telles que Cadillac et Lincoln. Henry Leland apporta à ses protégés une rigueur et une précision extrêmes dans la conception des pièces de machine. Il est indéniable que c'est sous la direction de cette personne que Horace a acquis une expérience précieuse, qui devint une étape essentielle dans son développement professionnel. Après que John a réussi à surmonter sa maladie et grâce à sa santé renforcée et retourné au travail, les frères ont décidé de chercher un emploi plus sûr et moins nuisible pour leur santé, un emploi qui ne mettrait pas leur vie en danger. Leur choix s'est porté sur la compagnie Dominion Typograph Company, située à l'époque en dehors de la ville, de l'autre côté de la rivière, au Canada, à Windsor. Là, ils ont commencé à fabriquer des machines à composer et ont découvert les particularités du travail avec des outils décoratifs, permettant d'atteindre une grande précision dans la fabrication des pièces pour les machines. C'est ainsi qu'a eu lieu leur formation et leur perfectionnement dans le domaine de la mécanique. Pendant cette période, sur le territoire de leur nouvel emploi, les frères ont pour la première fois abordé le secteur des transports de manière notable, grâce à leur invention. Le roulement à billes à 4 points pour bicyclette. Ce fut leur première réalisation enregistrée dans le domaine des véhicules de transport. La nouvelle invention de Horace se distinguait par l'absence de poussière et de saleté, tout en offrant une conduite beaucoup plus douce et légère avec un effort minimal. Le succès de cette invention est devenu la base de leur succès futur. Après que Horace et John ont eu l'opportunité de commercialiser leurs nouveaux produits, ils se sont associés à leur gestionnaire, Fred Evans, pour créer une entreprise conjointe nommée Evans and Dodge Bicycle Company, une société de fabrication de bicyclettes. En 1897, utilisant leur roulement breveté, ils ont commencé à produire des bicyclettes. Cette activité a rencontré un tel succès sur le marché que dès la première page du journal, en janvier de l'année suivante, ils ont commencé à planifier l'expansion. Ouverture de filiales à Londres, dans la province d'Ontario, et à Montréal. Tout leur travail et leurs inventions ont rencontré un large écho, et la vente de bicyclettes a connu une croissance rapide. Si rapide que dès le début de l'année suivante, c'est-à-dire en janvier 1898, ils envisageaient déjà une extension supplémentaire de leur production et de leur marché de vente. À la fin du XIXe siècle, la concurrence dans l'industrie automobile devenait de plus en plus féroce et rude, ce qui mettait en grave danger l'avenir de leur entreprise. Malgré le fait que les frères continuaient à exercer leur activité principale et recevaient des redevances pour leurs brevets sur le roulement, ils ont pris une décision importante: changer de domaine d'activité, abandonner la fabrication de bicyclettes et essayer de trouver de nouveaux horizons pour réaliser leurs idées et leurs talents. En conséquence, ils ont vendu leur part dans la société de bicyclettes pour une somme qui équivaudrait aujourd'hui à environ 7 500 $, sont retournés à Détroit et ont utilisé ce capital pour créer leur propre atelier de fabrication de machines. Aux 11e année du XXe siècle, ils ont créé un nouvel atelier, qu'ils ont appelé Quote 5. Ainsi est née leur propre entreprise, qui, avec le temps, a joué un rôle clé dans le développement de toute l'industrie automobile américaine et a exercé une influence significative sur le marché mondial. Ils ne pouvaient même pas imaginer que cette décision, apparemment simple au premier regard,
allait radicalement changer le destin de leur pays et du monde entier. Au moment de l'ouverture de leur atelier, John avait presque 16 ans et son frère Horace un peu plus de 32, et tous deux étaient résolus à réussir. Ils ont acheté plusieurs des machines les plus avancées de l'époque qu'ils ont pu trouver, ont rassemblé une équipe de 12 personnes et ont commencé à fabriquer et réparer pratiquement tous les mécanismes que leurs clients leur apportaient. Dans leur atelier, travaillaient non seulement des machines pour le traitement des métaux et la mécanique de précision, mais aussi des machines pour réparer la machinerie agricole, des plants pour fours, des machines à dactylographier et même des moteurs stationnaires. Moins de 3 mois plus tard, leur petit atelier est devenu l'endroit le plus fiable et moderne, où l'on pouvait effectuer un travail mécanique précis et soigné. Des clients de tous les coins de l'État y affluaient, sachant qu'ils y trouveraient des professionnels de haut niveau et du matériel dernier cri. Un journal de Détroit a même écrit que leur atelier était considéré comme le plus complet et le plus moderne de la ville, ce qui témoignait de leur haut niveau de compétences et de leur équipement technologique. Toutefois, malgré leur réputation bien méritée, des difficultés ont commencé à apparaître pour les frères. Au début, ils travaillaient principalement avec de petites entreprises qui avaient souvent des retards de paiement en raison de leur budget limité. Rapidement, la situation a changé. Un homme nommé Ransom Eagle Olds leur a rendu visite, leur proposant de les aider dans la fabrication de pièces pour sa compagnie automobile, qu'il appelait Olds Motor Works. Cet homme fut l'un des premiers dans l'histoire à établir une usine automobile à Détroit, et il planifiait de faire connaître ses voitures parmi la population. En 1920, il a breveté et mis en production la fameuse ligne d'assemblage, qui a permis d'augmenter considérablement le volume de production. Après avoir entendu parler de l'atelier des frères Dodge, Olds leur a confié la fourniture de moteurs et de transmissions pour son modèle R, la Quot 7, une voiture légère et dynamique, à l'époque réputée pour sa fiabilité et sa puissance relativement élevée. Grâce à leur savoir-faire, les frères fournissaient des pièces de la plus haute qualité, ce qui a immédiatement amélioré la réputation de leur entreprise. À la fin de la première année de commercialisation de leur voiture Quot 8, celle-ci est devenue un véritable phénomène, vendue à des centaines d'exemplaires et devenant le premier exemple réussi de production de masse de voitures à essence américaine. En 20 ans, la production de modèles est passée à 2500 unités, ce qui a considérablement élargi les possibilités de l'entreprise, et les frères ont pu déménager dans un endroit plus spacieux et plus pratique en plein centre-ville. Leur partenariat avec la société Quot 0, plus tard connue sous le nom de Quot 1, leur a permis non seulement de devenir riches, mais aussi de gagner une reconnaissance dans l'industrie en tant que fabricants de voitures fiables et compétents. Il est important de souligner que le succès des frères n'a pas été uniquement dû à leur talent et à leur savoir-faire en mécanique, mais aussi à leur travail acharné, ainsi qu'à une gestion d'entreprise efficace qu'ils avaient mise en place dès le départ. Comment leur expérience dans plusieurs usines de fabrication précises et leur gestion réussie d'une entreprise de fabrication de vélos au Canada ont-elles préparé ces propriétaires à atteindre de nouveaux sommets dans le monde des affaires? Tout leur parcours professionnel a été rempli de pratiques constantes, d'acquisition de connaissances et de compétences nécessaires pour gérer efficacement leur activité. Chaque étape, chaque succès sur cette voie ont contribué à forger une riche expérience qui, par la suite, est devenue la base de projets plus importants. Leur réputation s'est rapidement accrue et les noms associés à leur activité, notamment la marque Quot 2, ont bientôt commencé à évoquer une qualité impeccable et une fiabilité élevée. Ce n'était pas simplement une expression ou une tactique marketing. Ce genre d'association instaurait la confiance chez les clients et garantissait leur succès aux yeux des consommateurs. Le développement réussi de la marque les a conduits à rencontrer une personne qui, avec une précision géniale et une détermination, allait à l'avenir transformer non seulement le destin de leur entreprise, mais aussi l'ensemble du monde automobile. Cette personne, Henry Ford. En 1900, à l'âge de 39 ans, Henry lançait déjà sa 3e entreprise automobile. Ses tentatives précédentes avaient échoué, et il cherchait encore un partenaire capable de l'aider à organiser la production de pièces pour la voiture qui allait naître. C'est alors qu'il entendit parler des frères Dodge, réputés pour leur maîtrise et leur réputation dans le domaine de la mécanique de précision. Sans hésiter, Henry décida de rendre visite personnellement à leur atelier.
Après une rencontre en face à face, il était si impressionné par leur travail qu'il leur proposa immédiatement un contrat. Dans cet accord, il promettait qu'il produirait plus de voitures dans leur joint venture qu'une entreprise comme Oldsmobile ne pourrait en faire potentiellement. À cette époque, Henry Ford n'était pas encore l'ingénieur génial de l'automobile que nous connaissons aujourd'hui. Sa réputation évoquait plutôt celle d'un homme souvent confronté à des pertes et à des difficultés. Ces faits étaient bien connus des frères Dodge. Malgré le risque lié à une collaboration avec cet homme, ils décidèrent de ne pas revenir au contrat avec Oldsmobile en 1903. Ce contrat semblait être un choix plus sûr, car il promettait un revenu stable, mais les frères ont estimé qu'il serait plus judicieux de prendre un risque et d'investir leurs forces et leurs ressources dans un partenariat avec Henry Ford. Ils espéraient que ces idées et leur expérience pourraient conduire au succès. Dans un premier temps, ils ont accepté de fournir à Ford 650 ensembles de châssis, essentiellement des voitures entièrement assemblées sans pneus, roues ni carrosserie, le prix d'un ensemble étant de 250 $. À l'époque, Henry Ford ne disposait pas de réserves importantes d'argent liquide, et bien que les frères respectaient leurs obligations en livrant des pièces, ils retardaient souvent ces paiements. Ces retards les exaspéraient, surtout John et Horace, au point qu'à un moment donné, ils ont sérieusement envisagé de vendre leurs machines et équipements à d'autres mains, ce qui était prévu dans leur contrat. Cependant, malgré la tentation et le risque de perdre leurs revenus, les frères ont décidé de ne pas abandonner, mais de changer leur approche. En fin de compte, ils ont proposé à Henry de lui écrire une reconnaissance de dette de 7 000 $, la somme qu'il leur devait, et, à la place, de lui remettre encore 3 000 $ en liquide. En échange, ils demandaient une participation de 10% dans le capital de l'entreprise et prévoyaient que, en cas de faillite de Ford, ils leur céderaient tous les actifs de la société. Henry a d'abord refusé leur proposition, tentant de faire une contre-offre, mais comprenant que sa position était plutôt précaire, il a accepté les conditions des partenaires. Les frères ont commencé à travailler selon leur plan, et leurs relations d'affaires ont repris leur cours normal. Bien que dès le départ, les relations n'aient pas été sans heurts, avec le temps, cette alliance est devenue très fructueuse et a permis un retour rapide. La décision d'acquérir 10% des actions de la société Ford Motor est devenue l'un des coups les plus réussis pour les frères. Leur investissement s'est rapidement rentabilisé grâce à l'augmentation de la valeur des actions et aux dividendes. Depuis, les frères Dodge ont réalisé un profit considérable, car la production des plus grands composants pour tous les modèles de l'entreprise, depuis la première voiture en série, la Model T, jusqu'à d'autres modèles populaires, est devenue une partie essentielle de leur activité. Ces efforts conjoints et ces stratégies leur ont permis de devenir parmi les acteurs les plus influents et respectés de l'industrie automobile du début du siècle. Bien que Tesla lui-même ne soit pas l'inventeur de la chaîne de montage, c'est à cette innovation que nous devons attribuer la paternité de M. Ransom Olds. C'est lui qui a créé le principe d'utilisation de plateformes mobiles déplaçant les pièces et les produits finis pendant l'assemblage. Cette approche révolutionnaire a permis d'accélérer considérablement la production de voitures et de réduire leurs coûts de fabrication. Henry Ford, partant de cette idée, l'a perfectionné en introduisant un système de chaîne avec plateforme mobile, ce qui a rendu possible la production d'une voiture en environ 85 minutes, un progrès énorme pour l'industrie de l'époque. Après le lancement de la nouvelle ligne de production Model T, la voiture a immédiatement conquis le marché. Ces véhicules ont commencé à être largement répandus et des millions d'unités de ce transport ont été vendues à travers le monde. Une telle popularité a conduit, à la fin du XXe siècle, à ce que, selon certaines estimations, 10 des 9 voitures du monde soient précisément des Ford. En conséquence de ce succès, les frères fondateurs de la société ont considérablement élargi leur équipe, passant de quelques 1200 à plus de 5000 employés, ce qui signifiait qu'il ne restait presque aucun fabricant de pièces automobiles sur la planète avec lequel ils n'auraient pas collaboré. Leur entreprise est devenue la plus grande au monde dans la fabrication de pièces détachées pour automobiles, et leur succès a rendu les frères incroyablement riches. Ils ont acheté des terres, construit des yachts, des résidences luxueuses, au point qu'il semblait, de l'extérieur, que rien ne pouvait plus arrêter leur ascension vers le sommet du succès. Cependant, malgré leur sommet impressionnant dans le monde des affaires
et leur place parmi les personnes les plus riches de Détroit, leur entourage ne leur faisait pas un accueil chaleureux. La haute société de cette ville n'était pas prête à voir les frères comme ses amis, ni à les accepter comme membres à part entière de l'élite. Pourquoi ? Parce que John et Gorus ne correspondaient clairement pas au style ni aux habitudes du monde aristocratique. Ils étaient réputés pour leur comportement décontracté. Après leur journée de travail, ils allaient souvent dans des bars locaux avec leurs employés, partageant la soirée autour d'une bière et de conversations, souvent jusqu'à l'ivresse. Leur entourage comptait de nombreux cas de bagarres dans ces mêmes bars et restaurants, des comportements que la société considérait comme inacceptables. C'est pourquoi ils étaient fermement exclus des événements mondains huppés, des clubs et des concerts d'orchestres symphoniques, qui étaient si importants pour la hiérarchie sociale solide de la ville. Les frères ne se préoccupaient pas trop du regard des autres, mais cela les dérangeait quand on leur imposait des restrictions ou qu'on les considérait comme inappropriées. Voilà ce qu'ils ont décidé de faire: prendre en charge financièrement le soutien de l'Orchestre symphonique de Détroit et rejoindre eux-mêmes leur cercle, progressant pas à pas, achetant leur place dans la haute société. Rapidement, ils ont réussi à acquérir d'autres privilèges. Par exemple, un jour, Gorus a été rejeté lors de son admission dans le prestigieux club de campagne de Grosse Pointe, ce qui l'a beaucoup contrarié. En réaction, il a acheté un terrain tout proche et y a construit une résidence somptueuse avec 12 places de garage, directement face au club. Il a délibérément créé du bruit pour irriter ses membres et a tout fait pour donner l'impression que le club, comme lui-même, était un lieu riche mais quelque peu délaissé et vétuste, comme pour souligner ses défauts. C'était comme si d'anciens pauvres de Niles avaient tout fait pour grimper au sommet, laissant derrière eux leur passé. Et en se développant en tant que millionnaires autodidactes dans une industrie en pleine croissance, les frères avaient l'impression d'avoir atteint tout ce dont ils pouvaient rêver. Entre leurs mains se trouvait une part de l'industrie automobile mondiale, et ils étaient convaincus que leur succès ne ferait que continuer à croître. Cependant, cela n'était que le début. Ils prévoyaient de faire bien plus. Leur plan était de créer l'une des plus grandes entreprises automobiles du monde, une société qui deviendrait de plus en plus puissante chaque année. Il devenait évident, de temps à autre, que l'alliance entre Henry Ford et les frères Jerchinski, John et Horace, finirait tôt ou tard par se dissoudre. Ford, dans ses intentions, tentait le plus souvent de se débarrasser des frères, voyant en eux plutôt des concurrents que des partenaires. Pendant ce temps, John et Horace en avaient assez de travailler pour un homme dont l'arrogance et la résistance maladroite les exaspéraient souvent. Toute leur vie, ils avaient essayé de convaincre Ford d'apporter des modifications à ses modèles, en particulier à la Quote 11, qu'ils suggéraient eux-mêmes d'améliorer. Mais ils rejetaient systématiquement leurs propositions, en leur ordonnant principalement de laisser tranquilles ces designs et de se concentrer exclusivement sur la fabrication de pièces. Cela mit fortement en colère les frères, car ils investissaient beaucoup d'argent et d'efforts pour améliorer la qualité de leurs produits. Bien qu'ils gagnaient des millions, sans risquer presque rien, ils comprenaient que ce genre de relation avec Henry Ford n'était qu'éphémère et très vulnérable. À terme, leur dépendance à l'égard de Ford pourrait leur causer de sérieux problèmes dans le futur, car tôt ou tard, cela pourrait mettre en danger leur propre réalisation et leur position de départ. Au début du XXe siècle, en l'an 1213, un événement marqua une étape importante dans l'histoire de l'industrie automobile américaine. John Dodge, un homme connu pour son talent et sa passion pour la perfection technique, prit une décision déterminante: quitter son poste au moment même où il occupait la vice-présidence de la Quote 12. Ses paroles, empreintes d'ironie et de clarté caractéristique, furent « Quote 13 », insinuant qu'il en avait assez de n'être qu'une simple pièce dans son jeu d'affaires, comme une petite partie d'un grand mécanisme. Cette décision marqua le début d'une nouvelle phase dans sa vie, ainsi que dans l'industrie automobile. Avec son frère Horace, ils conçurent un plan ambitieux: réorganiser leur système de production en 1 an et demi, améliorer la qualité et étendre leur gamme de véhicules. Ainsi, début juillet 1912, les frères annoncèrent la création de leur propre société, la Quote 14, et se lancèrent sur leur voie indépendante. Horace et John acquérirent rapidement une réputation, non seulement de mécaniciens talentueux, mais aussi comme certains des meilleurs dans le Michigan,
dont le professionnalisme et l'attention au détail dépassaient toutes les attentes. Leurs noms sont devenus synonymes de qualité et de fiabilité parmi ceux qui apprécient la durabilité et la perfection technique. C'est pourquoi, lorsqu'ils ont présenté pour la première fois leur nouvelle voiture au public, le modèle 30, plus de 6000 personnes se sont rassemblées pour cet événement grandiose, afin de voir la nouveauté en personne. La nouvelle automobile était équipée d'un moteur 4 cylindres de 35 chevaux, ce qui représentait 15 chevaux de plus que celui du classique Ford Model T, leader du marché à l'époque. Cependant, ces avantages ne se limitaient pas à cette seule caractéristique technique. La voiture était révolutionnaire non seulement en termes de performance. Parmi ces différences, il y avait la première voiture de l'histoire avec une carrosserie entièrement en métal, ce qui augmentait considérablement sa résistance et sa sécurité. Contrairement au Quote 15 de Ford, le 30 disposait d'un démarreur électrique, permettant de démarrer le moteur sans avoir à le faire tourner manuellement, ainsi que d'un système d'éclairage, phare à commande électrique, système électrique de 12 volts et même un compteur de vitesse, un speedomètre. Tout cela la rendait beaucoup plus confortable et moderne par rapport aux modèles existants à cette époque. Au début des années 20, plus de 45 000 voitures Dodge avaient déjà été construites et vendues, ce qui faisait de la société la troisième en popularité et en vente en Amérique, en très peu de temps, seulement durant la première année complète de leur production. Contrairement à Ford, qui changeait pratiquement pas ses modèles d'année en année, les frères Dodge misèrent sur des améliorations mécaniques constantes. Ils étendirent leur gamme de modèles, incluant non seulement des voitures particulières, touring cars, berlines, roadster 2 places, mais aussi des véhicules utilitaires tels que camions et taxis. Au fil du temps, l'entreprise accorda de plus en plus d'attention au développement des véhicules commerciaux. Leur conception fut améliorée et adaptée à divers besoins, y compris la création d'un véhicule spécial, une fourgonnette Dodge qui fut largement utilisée dans le secteur commercial. Lorsqu'on leur demanda pourquoi le prix de leur voiture était légèrement supérieur à celui du modèle T, Horace répondit simplement « Quote-bas, 16-bas ». Ces mots indiquaient clairement leur état d'esprit. La concurrence s'intensifie et leur entreprise vise à renforcer ses positions. Il était évident que la rivalité entre les deux marques allait bientôt s'intensifier. Cependant, l'affaire des frères avançait à un rythme sûr. En 1916, environ 72 000 voitures avaient été vendues, tandis qu'en 1917, leur nombre dépassait déjà 100 000. Parallèlement, il devint évident que le succès de Dodge suscitait une certaine mécontentement chez Henry Ford. Tandis que les frères développaient activement leur activité, ils restaient propriétaires de 10% des actions de Ford Motor Company, et les dividendes de ces actions leur servaient de source de financement supplémentaire pour le développement de leur entreprise. Finalement, Henry Ford, voyant le succès croissant de son concurrent, décida d'agir différemment. Il prit la décision stratégique de cesser de verser des dividendes à ses actionnaires et d'utiliser ces fonds pour construire le plus grand complexe industriel au monde, l'usine Côte 17, située près de Détroit. En plus de cela, Henry Ford doubla le salaire de ses ouvriers, le portant à 5 $ par jour, et commença à réduire fortement le prix de son célèbre modèle Quote 18 afin de le rendre accessible à un plus grand nombre de consommateurs. Toutes ces mesures étaient prises dans un seul but, accroître la production et augmenter la part de marché, même si cela allait à l'encontre des intérêts de ses investisseurs. En conséquence, cela provoqua des réactions de la part des concurrents. L'affaire mena jusqu'à des procédures judiciaires. Les frères Dodge intentèrent un procès contre Ford pour violation de leurs droits. Le litige dura 3 ans et finalement, le tribunal donna raison aux frères. Henry Ford fut condamné à leur verser plus de 2 millions de dollars en dédommagement pour les dividendes impayés, ainsi qu'à reprendre les paiements trimestriels aux actionnaires. Ce précédent judiciaire devint une étape importante dans leur affaire, montrant que même le leader du marché le plus puissant et influent pouvait être tenu responsable de ses actes. Ne voulant pas rester en dette, Henry Ford décida, en 1919, de racheter complètement les actions des frères Dodge dans l'entreprise, pour une somme qui, à l'époque, semblait incroyablement élevée, 25 millions de dollars. Cette acquisition fit de John et Horace
des personnes extraordinairement riches, leur nom restant à jamais gravé dans l'histoire de l'industrie automobile américaine. Encore une fois, grâce à d'importants investissements dans des actions et l'achat de grandes parts de titres, ainsi qu'aux dividendes qu'ils touchaient chaque année, leur capital avait considérablement augmenté. En fin de compte, le montant des bénéfices qu'ils avaient tirés de l'ensemble de leurs investissements s'éleva à une somme fantastique. Plusieurs dizaines de millions de dollars, précisément 32 millions, ce qui représentait à l'époque une somme véritablement incroyable. Ces investissements particulièrement lucratifs leur apportèrent avec le temps un revenu si élevé qu'on peut dire qu'ils réussirent à multiplier leur capital initial à plusieurs reprises. Leur investissement initial n'était que de 10 000 dollars, ce qui, en comparaison avec le montant final, semblait modeste, à peine perceptible. Mais grâce à une stratégie habile et à une politique d'investissement réussie, ils purent transformer leurs petites économies en une richesse énorme. En même temps, ces deux entrepreneurs, John et Horace, poursuivirent aussi leur succès dans un autre projet, l'industrie automobile. Leur entreprise automobile jouissait d'une excellente réputation parmi les acheteurs, ce qui joua un rôle crucial, leur permettant de se passer de campagnes publicitaires compliquées. Ils choisissaient des phrases simples, claires et qui transmettaient l'essence du message, telles que « quote 19 » ou « quote 20 », des mots qu'ils avaient littéralement inventés eux-mêmes. Leurs automobiles ont gagné une telle confiance sur le marché que dès 1916, un lieutenant américain utilisait 3 voitures de marque Dodge pour poursuivre un groupe de responsables de gangs lors de l'expédition américaine au Mexique, menée contre la bande de Poncho Villa. Cet incident est devenu historique, car Dodge est devenu le premier véhicule militaire utilisé au service de l'armée américaine. Cette victoire et la reconnaissance des technologies militaires ont constitué une étape importante pour la société. Par la suite, grâce à la réputation de fiabilité et de robustesse de ses constructions, Dodge a obtenu un contrat gouvernemental pour la fourniture de matériel militaire, notamment des camions, des véhicules blindés et des véhicules de secours, pendant la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas tout. L'armée française a également sollicité les frères pour aider à développer des mécanismes pour des systèmes de tir de canon de 155 mm. Ces commandes militaires ont en partie compensé les pertes en vente à l'étranger durant la guerre. Mais surtout, elles ont contribué à forger l'image de ces véhicules comme des machines exceptionnellement solides et fiables, qualité que la marque maintient encore aujourd'hui. À la fin du 22e année du XXe siècle, c'est-à-dire en 1921, les frères ont dépassé leur limite initiale pour atteindre la 2e place en popularité parmi les constructeurs automobiles aux États-Unis. Cette année-là, leur entreprise a vendu plus de 145 000 voitures, ce qui représentait une réussite méritée. On aurait cru que des sommets plus grands et plus attrayants les attendaient encore. Cependant, le destin en a décidé autrement, et un événement capital a brisé leurs plans et leurs espoirs. Cela s'est produit le 2 janvier 1920, lorsque John et Horace sont partis de Détroit pour participer au Salon de l'automobile de New York. Cependant, à leur retour d'affaires, environ une semaine plus tard, ils ont tous deux attrapé la grippe, et ces complications, une pneumonie, ont rapidement progressé. Horace a été le premier à tomber malade, et John s'est précipité à son chevet pour veiller sur son frère cadet, restant à son lit et ne le quittant pas jusqu'à sa guérison. Mais, peu de temps après, John lui-même est tombé malade, contraint aussi à rester au lit pour se soigner. Alors que Horace commençait doucement à se remettre, la santé de John se détériorait, ce qui a été un coup dur pour tous ceux qui le connaissaient et l'aimaient. Pendant 10 jours, son état s'est rapidement dégradé, et malgré tous les efforts des médecins, il est décédé. Les instants ont été empreints de tristesse, et sa mort est devenue une vraie tragédie pour toute la famille et l'entreprise. Horace, bien qu'ayant survécu à l'infection et pu reprendre le cours de sa vie, restant en vie, a été brisé par la perte de son frère aîné. À un moment donné, il a été cité comme ayant dit « La perte de mon cher frère est telle pour moi que je suis complètement embarrassé à l'idée d'envisager l'avenir sans sa présence amicale. » Après la perte de John, Horace continua à gérer l'entreprise, mais sa santé se dégrada inéluctablement. Dans les mois suivants, son état empirait, au point qu'à l'automne de la même année, il se retira complètement des affaires,
transférant la direction et quittant le ring professionnel. Il partit dans sa résidence en bord de mer, située à Palm Beach, pour se reposer et peut-être se rétablir. Hélas, cela ne se produisit jamais, car il ne parvint pas à se remettre totalement de sa maladie. Enfin, le 10 décembre 1920, seulement 11 mois après la mort de son frère aîné, Horace mourut. La cause de son décès fut une cirrhose du foie qui détruisit définitivement son organisme. Après la disparition des frères, leurs veuves héritèrent de l'affaire familiale, et il fut rapidement décidé de nommer Frederick G. Haynes à la tête de l'entreprise, lui confiant la continuation de l'œuvre commencée par les frères et le développement de la société vers de nouveaux sommets. Frederick représentait en grande mesure le successeur idéal pour Dodge, puisqu'il avait, depuis le début, travaillé étroitement avec les frères fondateurs et comprenait parfaitement leur vision future de l'entreprise. Sa gestion marqua une étape importante dans l'histoire de la marque. Sous sa direction, de nouveaux modèles de voitures furent conçus et lancés, ce qui contribua finalement à accroître les ventes et à renforcer la position de la société sur le marché. Une décision particulièrement significative prise à cette époque fut la formation d'un partenariat avec les frères Graham, qui permit la production de poids lourds, des camions d'une robustesse et d'une fiabilité exceptionnelles, destinés à accomplir les missions les plus difficiles. Cependant, la période de direction de Frederick en tant que président fut relativement courte. Déjà en 1925, les veuves des fondateurs vendirent la société pour 250 millions de dollars à un groupe d'investisseurs. C'est après cela que M. Haynes quitta son poste de direction, qu'il occupait jusque-là. Il est important de noter que cette organisation d'investissement n'avait aucune expérience dans l'industrie automobile, ce qui eut des conséquences graves pour Dodge à cette époque. La preuve la plus évidente en furent les chiffres de vente. 2 ans plus tard, en 1927, les ventes avaient chuté de près de 40% par rapport à l'année précédente, et la position de la marque dans les classements avait fortement changé. Elle était passée à la 13e place parmi les fabricants automobiles aux États-Unis. Par la suite, l'entreprise fut remise en vente. Finalement, en 1928, Dodge attira l'intérêt de Walter P. Chrysler, qui décida alors de l'acquérir pour 170 millions de dollars. Sous la direction de Chrysler, l'entreprise a connu d'importants changements. Le nom, Dodge Brothers Company, a été simplement abrégé en Dodge, ce qui a renforcé son image renouvelée. La stratégie consistant à se concentrer sur la production de voitures abordables, en concurrence avec des acteurs majeurs du marché tels que Ford et Chevrolet, s'est avérée très efficace. Elle a conduit à une augmentation significative des ventes et à un renforcement de la position de la marque. Au cours des décennies suivantes, Dodge a développé une gamme de véhicules à haute puissance et au style élégant, consolidant sa réputation comme la meilleure marque du groupe Chrysler. Parmi leurs modèles, les voitures de sport comme la Dodge Challenger et la Charger occupent une place particulière, figurant en permanence dans la liste des véhicules les plus populaires et les plus achetés par l'entreprise. L'histoire de Dodge dans le segment des véhicules utilitaires s'est également révélée couronnée de succès. Après avoir lancé de nombreux modèles et proposé différentes motorisations sous la marque Ram, elle a consolidé sa présence sur le marché des camions modernes, devenant l'un des leaders. Telle est l'histoire de Dodge et de ses fondateurs, 2 frères originaires de Niles, dans le Michigan, à qui l'on doit la fondation de l'industrie automobile américaine. Malheureusement, ils ont tous deux quitté prématurément la vie au sommet de leur carrière, laissant derrière eux uniquement la mémoire de l'entreprise et des produits portant leur nom. On peut les comparer à Louis Chevrolet, le fondateur de Chevrolet Motors, qui a également tout perdu et a fini ses jours dans la pauvreté et l'oubli. Si vous souhaitez en savoir plus sur lui, il vous suffit d'appuyer ici, et je serai heureux de vous en parler en détail. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles histoires.